Bonjour Edouard. Bonjour Cédric. Elon Musk, que nous voyons derrière vous, était moins apparu dans le débat, en tout cas en France, depuis qu'il avait quitté l'administration américaine, un petit peu mise à la porte par Trump. Enfin, nous n'étions pas dans les coulisses. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène, notamment européenne, puisque l'Union européenne charge X et lui inflige des amendes très importantes. Ce à quoi Elon Musk répond qu'il ne comprend pas bien ce qu'est l'Union européenne, ce à quoi elle sert, sinon normalement les intérêts américains, et qu'aujourd'hui il souhaiterait plutôt voir l'Union européenne disparaître. Oui, alors, effectivement, ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que les Américains et les Russes, d'une certaine manière, sont en train de se mettre d'accord sur l'idée, est-ce qu'ils ont raison, on pourra en reparler, mais que l'obstacle à la paix, c'est l'Union européenne, l'obstacle à la paix en Ukraine. Et de fait, on a bien vu ces derniers mois que à chaque fois que Trump avance, où les émissaires de Trump avancent dans les discussions avec Moscou, aussitôt on a une levée de boucliers, Macron, Starmer, Merz, von der Leyen, qui effectivement dit c'est pas possible, on peut pas laisser tomber les Ukrainiens, nous allons voir ce que nous allons voir, on va même s'il le faut attaquer la Russie. Ça c'est les Belges qui ont dit ça, puis ils se sont fait taper sur les doigts, donc ils ont rétropédalé. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. En même temps, on va se concentrer sur l'administration Trump. Moi, j'ai depuis le printemps des informations sur un discours constant de l'administration Trump qui a même proposé aux États européens de négocier des accords commerciaux séparément. Ça a été refusé. Imaginons que la France ait négocié séparément de l'Allemagne. Elle aurait eu des conditions bien plus favorables, puisque l'élément important dans ce que fait valoir Trump, ce sont les déficits commerciaux des États-Unis par rapport à ses partenaires. Or, entre la France et les États-Unis, c'est relativement équilibré. Donc on aurait vraisemblablement eu moins de tarifs douaniers qu'au sein de l'UE. La volonté de Trump était alors de faire exploser l'Union européenne. Elle est ambiguë, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'idée divisée pour régner, évidemment, mais de l'autre, il y a un engagement souverainiste sincère. C'est-à-dire que Trump ne supporte pas la bureaucratie européenne, et puis par ailleurs, il voit concrètement que ce qui reste de globalisme américain, démocrate, s'est réfugié au sein des structures bruxelloises, à l'OTAN ou bien à l'Union européenne. Alors c'est là que le débat devient intéressant, et donc je vois que d'après l'image que vous avez affichée là, Elon Musk a du temps à perdre, il a le temps de brûler un drapeau européen. Un peu comme les jeunes Américains brûlaient le drapeau américain au moment de la guerre du Vietnam. C'est ça, hein, donc... Il s'agit néanmoins d'une image créée par l'intelligence artificielle. Celle d'Elon Musk, j'espère. Hein, c'est Grok qui a fait ça, j'espère. Et donc, en fait, l'Union européenne a pensé pouvoir se profiler contre Trump. C'est ça, au fond. Macron s'est dit ma souveraineté européenne, je vais enfin l'obtenir. Merz s'est dit je suis le meilleur agent des globalistes qui survivront à Trump. Starmer s'est dit il faut bien que je répète ce qu'on m'a donné comme texte, comme script à suivre. En réalité, on est en train de s'apercevoir que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, alors surtout l'Europe du Nord d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un clivage qui est en train de se créer entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Remarquez que Mélanie, elle est très, très silencieuse sur tous ces sujets-là. Vous remarquez que l'Autriche, la Hongrie retrouvent des réflexes historiques assez anciens. L'Espagne est en dissidence. Alors elle est surtout en dissidence sur le conflit de Gaza, où les Espagnols sont très durs, hein, ils sont avec les Irlandais à l'offensive, mais malgré tout, l'Espagne ne se joint pas à l'hystérie
de Londres, Berlin et Paris. Et quel élément de différenciant entre le Nord et le Sud, le protestantisme versus le catholicisme ou... Alors je pense, ça on irait dans les réflexions d'Emmanuel Todd, qui dit que si la religion s'effondre, quand le protestantisme s'effondre, il reste pas grand-chose, alors que quand le catholicisme décline ou s'effondre, il reste au moins le sens de la beauté, dit-il à propos de l'Italie, un sens culturel, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Toujours est-il qu'il y a effectivement un clivage très fort qui est en train de se rétablir entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. La Finlande, la Suède, qui sont devenus bellicistes alors que c'était des pays neutres, et au contraire l'Europe du Sud qui aspirerait à la fin de cette guerre. Il faut faire des nuances, mais toujours est-il que tout ça sont des facteurs de division profond de l'Union européenne, et on a vraiment l'impression que Trump et Musk, quelle que soit leur dispute mise en scène il y a quelques mois, restent largement de mèche, parce que ils se disent que c'est le moment ou jamais de taper sur cette institution, sur cette plateforme transnationale qu'ils n'aiment pas, l'Union européenne. Mais je pense que ça va plus loin. C'est-à-dire, je pense que en fait, c'est le même combat qui est mené aux États-Unis et dans l'Union européenne. C'est-à-dire que il y a une guerre civile américaine sous-jacente, larvée, plus ou moins ouverte, qui dure depuis que Trump s'est présenté à la présidence de la République américaine il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est entre... on pourrait dire les patriotes et les globalistes. Alors, ensuite, on voit bien que c'est compliqué, que Trump, il louvoie souvent, le fait d'avoir plus de pouvoir qu'il n'en avait lors de son premier mandat, parce que son assise politique est plus large, ne lui facilite pas forcément la tâche, mais, paradoxalement, en tout cas, il y a un combat avec les globalistes ou les mondialistes aux États-Unis, mais qui se continue en Europe. Parce qu'au fond, ceux qui encouragent l'Ukraine à ne pas céder, qui voudraient que la guerre continue, sont les mêmes qui organisent les manifestations contre la politique de contrôle de l'immigration de Trump. Je décris tout ça de manière très neutre, sans porter de jugement de valeur, mais c'est la même chose. Et en fait, Trump sait très bien que si l'Union européenne arrive à se consolider autour de von der Leyen, Macron, Merz, ça ne sera pas bon pour lui à l'intérieur aux États-Unis, parce que ça fera un point d'appui, un bastion pour ses adversaires. Donc on a un jeu extrêmement complexe, et comme vous l'avez dit en commençant, on imaginait que Musk s'était brouillé avec Trump, mais visiblement, il y a une convergence objective d'intérêts, comme on disait à la grande époque du Parti communiste français. Ça va être difficile de consolider les intérêts entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre et nos autres partenaires européens, puisque nos intérêts sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, vous l'aviez dit aussi, que Trump souhaitait négocier individuellement avec chacun d'entre nous. Oui, alors, il y a un intérêt convergent des dirigeants. C'est-à-dire que ces dirigeants... Oui, mais là, je parlais de l'intérêt des pays, pas des intérêts personnels. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de manière de plus en plus outrancière ce que j'appelle la vraie internationale réactionnaire, contrairement à ce que dit Macron. Il imagine, je sais pas qui, les partis de droite. Non, la vraie internationale réactionnaire, hostile au peuple, la Sainte Alliance, on pourrait dire, c'est Starmer, Macron, Merz et tous ces gens qui défendent aujourd'hui les mêmes intérêts et qui n'ont plus de connexion avec leur propre peuple. On parle beaucoup de la chute de Macron, mais Merz est en train de perdre tous les jours dans l'opinion. Ce qui rassemble ces trois hommes, moi je vois, c'est qu'on a BlackRock avec Merz, on a
On a Rothschild, oui, avec Macron, et puis Starmer, lui, qui était Head of the Crown Prosecution Service. Donc, Il était le procureur général du Royaume-Uni, oui. Voilà, oui, qui a bien chargé les manifestants lorsqu'ils ont souhaité développer. Alors, vous donnez quelques noms ou fonctions. On a une nébuleuse d'intérêts, effectivement, qui sont au service alors, certains diront du capitalisme financier, d'autres diront du globalisme, parce qu'il n'y a pas que la question du capitalisme financier. Il y a plus largement la question des valeurs qui sont portées. Il ne faut pas oublier que ce sont les très grandes entreprises qui ont été les plus porteuses des valeurs woke, par exemple, ces 15 dernières années dans le monde. Quasiment des institutions, en fait, oui. Voilà. Et donc, face à ça, il y a les peuples. Alors, ce qu'il faut comprendre sur l'attitude américaine, c'est que Trump, Musk ou d'autres, ils aimeraient qu'il y ait des forces politiques en Europe qui se lèvent pour une sorte de MAGA à l'européenne. Ils ne trouvent ça actuellement, moi les échanges que j'ai avec des Américains actuellement, ils trouvent ça en Hongrie. Là, ils comprennent très bien. Pour eux, Orban est même un modèle du genre. Et ils n'ont absolument pas besoin d'essayer de l'influencer, d'ailleurs, parce qu'Orban vit comme ça depuis 15 ans, et il entre dans une campagne électorale qui va être difficile, mais on va voir ce qui se passe en 2026. Et puis un tout petit peu l'Italie de Meloni, un petit peu. Les relations sont plus difficiles. Bon, à partir de là, effectivement, le regret de Trump, c'est qu'il n'y ait pas de force politique organisée. Ça fait plaisir ou pas, mais le Rassemblement national, par exemple, n'est pas du tout pris au sérieux dans l'administration Trump et dans les cercles proches du Parti républicain. Pourquoi ? Mais parce que, pour plusieurs raisons, mais le fait que finalement Madame Le Pen se soit laissée autant faire par la justice, et elle a fini par, elle a choisi une stratégie perdante, et aujourd'hui elle est inéligible. Ça, pour Trump, qui a eu affaire au même type de justice et qui lui s'est battu pour sa vie politique, mais en fait pour sa vie, en réalité, il voulait pas finir ces dernières années en prison. Eh bien, c'est incompréhensible la passivité, la mollesse d'une Marine Le Pen. Et d'une manière générale, on comprend pas bien, vu des États-Unis, pourquoi la France ne produit plus de grands soulèvements patriotes et nationaux. Alors, j'idéalise pas du tout les États-Unis. On reparlera dans un autre entretien de la stratégie nationale américaine. Il y a une face sombre qu'il faut pas minimiser. Mais malgré tout, il est certain que s'il y avait des gouvernements européens prêts à traiter de manière bilatérale avec Trump, lui préfère. Donc, qu'attendent les États-Unis de l'Europe aujourd'hui ? Alors, l'Europe, si c'est l'Union européenne... Est-ce encore un allié ? Est-ce un opposant ? On a du mal. Alors, on va en reparler dans un entretien prochain à propos de la stratégie nationale américaine qui a été publiée. Mais là, juste disons la chose suivante, pour conclure sur cet aspect des choses. Les États-Unis, le gouvernement Trump, ne voit plus l'Union européenne comme un allié, mais comme un obstacle. Et donc, il voudrait avoir des gouvernements alliés, mais qui soient des gouvernements sur une base souverainiste, nationale, patriote, en fait. C'est-à-dire qu'ils fassent du Trump. Alors, ça va poser des problèmes parce qu'il y aura forcément des conflits, on va en reparler. Mais malgré tout, je pense que Trump préférerait une France qui lui dit « zut », un petit nombre de fois par semaine sur des sujets en disant « non, nos intérêts, c'est pas ça », qu'un Macron qui se comporte comme un petit garçon quand il est à la Maison-Blanche, mais qui, en même temps, dès qu'il a quitté la Maison-Blanche, recommence à bomber le torse en disant je suis super Macron et Trump va voir ce qu'il va voir.
Ça, il ne supporte plus, effectivement. Moi qui suis assez bon enfant, je vais même jusqu'à imaginer que les Américains, Trump et Musk aussi, s'interrogent sur les politiques et sur la liberté d'expression en Europe. Oui, alors J.D. Vance l'a dit lors de la conférence de Munich en février de cette année. Hein, il s'est interrogé sur les manipulations de l'élection en Roumanie, ouvertement, sur les atteintes à la liberté d'expression. C'est aussi le conflit avec Musk. L'autre aspect, c'est que ce qu'on peut se demander, puisque visiblement les Américains ont réveillé les enquêtes sur la corruption en Ukraine, est-ce qu'ils vont pousser jusqu'à aller regarder la corruption à Bruxelles? Dans quelle mesure l'affaire, en fait, relativement peu importante, qui concerne Mme Mogherini, l'ancienne haute responsable pour les affaires étrangères de l'UE, qui a été mise en examen la semaine dernière sur des questions d'appel d'offres mal traités pour des formations à la diplomatie européenne. Dans quelle mesure cette affaire-là, c'est quelque chose que pousserait les Américains discrètement, de manière à pouvoir ensuite s'attaquer à Mme von der Leyen ou à Mme Kallas? C'est des questions qu'on peut se poser. J'ai pas de réponse là-dessus parce que l'enjeu du Collège de Bruges et de Mme Mogherini me paraît ridicule par rapport aux milliards que Mme von der Leyen a dépensé dans l'achat de vaccins ou ce genre de choses sans appel d'offres. Mais malgré tout, on peut penser que les Américains vont jouer cette carte aussi de la lutte anticorruption. Ça pourrait en effet être une première porte d'entrée. Pour finir, évidemment, ça a des conséquences intéressantes, c'est-à-dire que par rapport au débat sur Frexit ou pas Frexit, mais je pense qu'il faut inverser la façon de voir, c'est que l'Union européenne, n'ayant plus les faveurs de Washington et étant dans le viseur de Moscou diplomatiquement parlant, il se peut que l'Union européenne ait du mal à finir l'année 2026. Et à ce moment-là, est-ce que nous, on est prêts? Est-ce que nous, on est prêts à penser la France à nouveau de manière indépendante, sans aller en permanence demander à Bruxelles ce qu'on a le droit de faire? C'est là-dessus qu'il faut se préparer, plus que sur un Frexit, parce que si le truc s'écroule, il faut plutôt se dire qu'on se tient hors du bâtiment qui va s'écrouler, mais qu'on est prêt à gouverner autrement. Et ça, je ne sais pas s'il y a un parti politique qui est prêt à assumer ça. Restons particulièrement vigilants. Et optimistes. Et optimistes. Merci Édouard. Merci Cédric.